Cette semaine, la rencontre Claude Lévi-Strauss. En 1934, Claude Lévi-Strauss quittait la France pour le Brésil, où il allait enseigner la sociologie. C'est là qu'il s'est pris de passion pour la vie et la pensée des Indiens du Mato Grosso. Depuis lors, Claude Lévi-Strauss a progressivement étendu ses études à d'autres tribus jusqu'à celle de la Colombie canadienne. Il a publié les résultats de ses longues recherches dans une véritable somme de la pensée des Indiens d'Amérique, les mythologiques. Marcel Brisebois s'entretient avec Claude Lévi-Strauss. Claude Lévi-Strauss, une partie de votre œuvre est consacrée à l'étude des mythes et de l'art des Indiens de l'Amérique du Nord, et particulièrement ceux de la côte ouest de l'Amérique. Que représentent pour vous ces Indiens? Je dirais d'abord les Indiens en général, puisqu'il se trouve que j'ai commencé ma carrière en Amérique du Sud, au Brésil, et que c'est peu à peu, progressivement, du fait aussi que j'ai vécu aux États-Unis pendant la Deuxième Guerre, que j'ai acquis le sentiment que la culture américaine formait véritablement un tout, et qu'il n'est pas possible de comprendre isolément telle ou telle forme de civilisation dans une perspective sud-américaine sans être immédiatement renvoyé à des références nord-américaines et inversement. Alors je dirais d'abord que d'une façon très générale, les Indiens, les Amérindiens représentent pour moi une sorte de patrimoine culturel qui, dans l'histoire de l'humanité, est aussi important et devrait se voir reconnaître une place aussi importante que nous en avons accordé une en Occident pendant des siècles à la Grèce et à Rome. Et que cela est d'autant plus vrai que l'ensemble des matériaux dont nous disposons, tout ce qui a été recueilli en fait de croyances, de coutumes, d'organisation sociale, de littérature orale provenant des Amérindiens, représente un volume matériel qui probablement est beaucoup plus considérable que tout ce que les civilisations gréco-romaines nous ont laissé, enfin, ou qui subsistent aujourd'hui. Or, voici 2000 ans et même davantage, puisque ça avait commencé déjà de leur temps, voici 2000 ans donc, que ces matériaux de l'Antiquité classique continuent d'inspirer, de guider notre réflexion. Et ce que j'aimerais, ce que je souhaiterais, c'est qu'une place comparable soit accordée par les historiens des idées, les philologues, les esthéticiens, pas seulement les anthropologues, n'est-ce pas, à un ensemble de civilisations qui constituent une partie essentielle du patrimoine de l'humanité. Et une partie essentielle à côté de laquelle, enfin, nous sommes pratiquement passés à côté, n'est-ce pas? Si je pense aux missionnaires jésuites, par exemple, qui sont venus ici au XVIIe, XVIIIe siècle, qui étaient si préoccupés par ce qui se passait en Chine, si attirés par ce qui se passait en Chine, et qui ont, à toute fin pratique, ignoré, n'est-ce pas, cette culture, cet art et... Je ne dirais pas ça. Il y avait évidemment une grande différence, c'est que les missionnaires qui allaient en Extrême-Orient étaient en présence de cultures d'une complexité, d'un raffinement. C'était des cultures écrites d'abord, n'est-ce pas? Et donc, ils pouvaient se sentir un peu de plein pied et considérer qu'ils pouvaient accepter un certain nombre de compromis, n'est-ce pas, pour faire passer leur propre message. Tandis qu'avec les cultures amérindiennes, si j'en accepte les grandes cultures du Mexique et du Pérou, mais qui ont été saccagées et détruites alors par la force des armes immédiatement, il y avait évidemment une différence considérable dans le niveau techno-économique qui n'était pas comparable à celui
que l'Occident avait atteint à la même époque, et donc une attitude, je dirais, de supériorité, de condescendance, n'est-ce pas, qui n'avait pas existé dans le cas de l'Extrême-Orient. Mais néanmoins, vous savez, les premiers missionnaires ont été d'admirables observateurs, et d'autant plus admirables, n'est-ce pas, qu'après tout, ils ont vu des choses qu'ils ont été seuls à voir et que personne ne verra plus jamais ou n'aura plus vu. Et donc, leur témoignage est irremplaçable. Et c'est constamment, enfin, que, pour prendre un exemple, les relations des jésuites, n'est-ce pas, au Canada, eh bien, on trouve là une mine d'observations qui sont d'une très grande finesse, souvent d'une très grande exactitude, et je ne crois pas du tout qu'il faut sous-estimer, ou du moins, je crois qu'il faut faire une différence entre l'attitude militante, si vous voulez, des missionnaires, qui était évidemment de transformer radicalement l'humanité qui leur était livrée et de la modeler comme une pâte, n'est-ce pas? Et d'autre part, leur don d'observateur objectif qui était très, très remarquable. Mais qu'est-ce qu'exige précisément, on parle du missionnaire, mais qu'est-ce qu'exige le regard de l'ethnologue? Qu'est-ce qu'il est exactement? Je ne dirais pas qu'il y ait un fossé à tracer, à creuser entre l'ethnologue professionnel et puis ces grands voyageurs du passé, enfin ceux qui sont allés au XVIe siècle au Brésil et qui faisaient déjà de l'ethnologie à leur manière. Disons que ils voyaient beaucoup de choses, qui réagissaient selon leur tempérament personnel à certaines, et qui en avaient qui leur échappaient complètement. Et que l'ethnologue, c'est une sorte d'artisan qui a fait très consciencieusement, à travers les années, on pourrait presque commencer à dire à travers les siècles, puisque l'ethnologie commence à prendre de l'âge, qui a fait l'inventaire de tous les signes diagnostiques d'une culture ou d'une civilisation et qui donc s'applique méthodiquement à les recueillir les uns après les autres. Seulement, évidemment, il faut quelque chose de plus. Il faut ne pas arriver en observateur orienté par toutes sortes de préjugés ou de jugements de valeur. L'ethnologue, c'est quelqu'un qui renonce, moralement parlant, à toute allégeance envers sa propre civilisation. Naturellement, on ne peut pas y arriver, mais enfin, qui fait de son mieux pour ça, et qui essaye de se confondre avec son objet d'étude du mieux qu'il peut. C'est ce que vous appelez la modestie, quelque part, n'est-ce pas? La modestie nécessaire. Oui, la modestie, une très grande humilité, bien sûr. Et même la pitié, avez-vous dit. Oui, il faut se dire que quand on arrive dans une société totalement différente de la nôtre, il faut se considérer soi-même comme un petit enfant. Mais ce qui nous frappe quand même dans les études que vous faites, c'est que vous êtes attentif à des choses extrêmement... vous êtes très attentif à des choses qui parfois, n'est-ce pas, nous rebuteraient, dont on ne parle pas, par exemple, dans nos sociétés, n'est-ce pas? Vous êtes attentif même à des choses comme les excréments, la bave. D'où vous vient cette attention à ces choses les plus précises, les plus sensibles, dont vous tirez quand même des éléments pour une construction très intellectuelle par la suite? Oui, écoutez... D'abord, il est certain que toute société fait un certain découpage qui est guidé par ses préjugés traditionnels. Il y a des choses dont elle parle, il y a des choses qu'elle reconnaît, des choses qu'elle met en avant. Il y en a d'autres, au contraire, qu'elle laisse dans l'ombre et sur lesquelles elle jette une sorte de voile. Bon, eh bien, il est clair que tout ethnologue doit se rendre compte de cette situation relative et en faire table rase et commencer par se dire qu'est-ce qui est important pour eux et non pas qu'est-ce qui était important pour moi ou pour les miens. Enfin, ça va de soi. Et d'autre part, dans des
sociétés ou chez des peuples qui n'ont pas développé, je ne dirais pas le savoir scientifique, je dirais plutôt le même type de savoir scientifique que le nôtre. C'est-à-dire un type de savoir scientifique qui s'est constitué au XVIe, au XVIIe siècle sur une distinction fondamentale entre ce que les philosophes de l'époque, qu'il s'agisse de Locke en Angleterre ou de Descartes en France, n'est-ce pas, appelaient les qualités premières et les qualités secondes. Les qualités secondes, qu'est-ce que c'est? Ce sont toutes les données de la sensibilité. Ce sont les couleurs, les odeurs, les textures, ce que vous voulez. Et les qualités premières, au contraire, ce sont des qualités, des propriétés purement intellectuelles qui sont appréhendables par l'esprit, mais qui ne sont pas données immédiatement au sens. Eh bien, toute la science moderne, notre science, s'est fondée sur l'affirmation que les données de la sensibilité sont trompeuses, qu'elles ont peut-être une fonction, disons la douleur de nous avertir qu'un désordre organique se produit, mais qu'elles ne nous apprennent rien sur l'ordre du monde. Et que si nous voulons essayer de savoir ce que sont vraiment les choses, alors il faut faire abstraction de toutes les données de la sensibilité et n'apercevoir que des propriétés d'ordre géométrique ou d'ordre mathématique, enfin comme l'étendue et le mouvement qui sont à la base de la physique de Descartes, vous le voyez. Bon, c'est comme ça que la science s'est constituée chez nous. Et donc, en tournant radicalement le dos, pendant des dizaines et des dizaines d'années, enfin pendant même des siècles, aux données de la sensibilité. Eh bien, dans des sociétés, celles que nous appelons primitives, et je n'aime pas du tout le terme, mais que j'appellerais plutôt, parce que c'est un critère parfaitement objectif, des sociétés sans écriture, n'est-ce pas, ou qui n'en avaient pas jusqu'à une époque extrêmement récente, cette distinction n'a jamais été conçue. Et au contraire, ce qu'il pouvait y avoir correspondant plus ou moins, évidemment c'est tout à fait différent, à notre savoir scientifique, était entièrement fondé sur les données de la sensibilité. Dans la pharmacopée populaire, d'ailleurs toujours dans la nôtre, parce que ça existe aussi chez nous, eh bien ce qui a permis d'attribuer à telle ou telle plante une certaine valeur curative, c'est la forme de ses feuilles ou de ses graines, la couleur de son suc, l'odeur des feuilles froissées ou le goût d'une décoction de ses racines, et ainsi de suite. Enfin, tout guérisseur populaire dans n'importe quelle civilisation, c'est ça. Et par conséquent, si nous voulons essayer de nous incorporer à certains modes de pensée et de connaissance, il faut prêter la plus grande attention à ce à quoi les gens prêtent eux-mêmes la plus grande attention, à toutes ces données de la sensibilité, les unes attrayantes, les autres peut-être répugnantes. Vous parliez des fonctions corporelles il y a un instant, mais si vous me permettez d'ouvrir une parenthèse, enfin des fonctions corporelles qui peuvent être pensées de façon entièrement différente, car nous mettons nous-mêmes presque dans la même catégorie, enfin l'urine et les excréments comme étant deux domaines frappés d'un certain tabou qu'il faut isoler, exercer, tandis qu'au contraire, dans la plupart des sociétés qui étudient les ethnologues, et très notamment en Amérique du Nord, dont nous parlions il y a un instant, l'urine est tenue pour un produit extrêmement précieux, c'est un certain corps chimique, et la seule façon pour des peuples qui n'ont pas élaboré une chimie de synthèse, n'est-ce pas, de l'obtenir, et qui était qui n'était frappé d'aucun interdit, mais recueilli soigneusement et utilisé pour toutes sortes d'usages, et même des usages d'hygiène corporelle. Vous voyez, donc ces distinctions sont entièrement subjectives, mais encore une fois, dans des modes de pensée
qui sont essentiellement construits à partir des données de la sensibilité, eh bien c'est à ces données sensibles qu'il faut prêter la plus grande attention. Parce que ces données sensibles soutiennent, comme vous nous l'avez dit, une science, une connaissance du monde. Une connaissance ou des théories, si vous voulez, sur le monde, mais qui sont construites à partir de la sensibilité. Une grande partie de votre œuvre, Claude Lévi-Strauss, a été consacrée à l'étude des mythes. Je pense que vos 4 volumes des mythologiques représentent, vous l'avez dit, à peu près une vingtaine d'années de travail, n'est-ce pas? Oui, j'ai commencé à m'occuper des mythes en 1950 et le dernier volume est de 1971. Donc une cinquantaine d'années. Une vingtaine. Une vingtaine d'années. Pardon, oui. Quelle fonction ont les mythes pour ces sociétés sans écriture? Je dirais que les mythes ont simultanément tout un ensemble de fonctions qui, dans nos sociétés, se trouvent morcelées ou réparties entre des domaines que nous considérons comme irréductibles, difficilement réductibles, ou en tout cas étrangers les uns aux autres. Je dirais que pour l'homme contemporain de nos propres sociétés, il y a un domaine qui est celui de la religion, où on trouve les réponses aux grands problèmes de la destinée humaine, de la vie, de la mort, etc. Il y a un autre domaine qui est celui de l'histoire, où, dans le passé d'une société, elle trouve le moyen d'expliquer sa forme présente, éventuellement de la critiquer, et de préconiser telle ou telle forme qu'elle pourrait prendre dans l'avenir. Il y a l'art, qui répond à d'autres besoins, qui apporte d'autres satisfactions d'ordre esthétique, et enfin on pourrait en numérer quelques autres. Eh bien, tout cela, si on regarde les choses un peu à l'envers, n'est-ce pas, rétrospectivement, je dirais, résulte d'un éclatement de la pensée mythique. Et que le mythe était un type d'explication ou une forme d'intelligibilité qui répondait ou qui prétendait répondre simultanément à des questions qu'aujourd'hui nous dispersons, nous dissocions entre la religion, entre la science, entre l'histoire, entre l'art. Mais comment est-ce que cette dissociation est valable, ou si au contraire, n'est-ce pas, cette unité que l'on trouve dans le mythe n'est pas finalement une forme supérieure de connaissance? On peut dire que c'est une forme supérieure de connaissance dans la mesure où elle répond mieux aux aspirations humaines, qui est de parvenir à unifier la connaissance et à trouver une explication unique. Après tout, dans l'histoire de la physique contemporaine, nous avons assisté à ça. Il y a un certain nombre de forces dans l'univers, et tout le travail de la physique a consisté à homogénéiser cette diversité, à réduire les forces électromagnétiques ou autres, n'est-ce pas, à l'unité, et à essayer aujourd'hui, par de la Einstein, à intégrer les forces de gravitation à toutes ces explications. Donc on peut dire que ce que l'homme a toujours cherché, et ce qu'il cherchera vraisemblablement toujours, c'est de donner une explication unique. Donc en ce sens, enfin si le mythe pouvait réussir, je dirais, ce serait une forme d'explication supérieure. Seulement évidemment c'était une ambition démesurée et inconsciente, et l'histoire, la préhistoire d'abord, et l'histoire nous ont appris, enfin, que l'homme ne s'en tirait pas à si bon compte, et qu'il fallait qu'il se résigne à morceler s'il voulait faire des progrès de ci, de là. Que vous a apporté, Claude Lévi-Strauss, cette étude des mythes, cette étude que vous avez poursuivie pendant tant d'années?
je dirais qu'elle m'a apporté, qu'elle a été motivée et qu'elle m'a apporté une satisfaction d'ordre intellectuel, enfin qui a été celle que j'ai eue toujours pendant toute ma vie, car quand j'ai commencé, il y a bien longtemps, n'est-ce pas, au début de ma carrière, à me poser le problème de l'arbitraire des règles de mariage et des systèmes de parenté, c'est que je m'accommodais très mal du constat, enfin, qui était celui de mes contemporains, à savoir que les sociétés humaines avaient les coutumes les plus différentes, les plus bizarres, les plus étranges, que peut-être il y avait des raisons d'ordre historique qui pouvaient expliquer pourquoi dans une société on disait que le conjoint idéal c'était la fille du frère de la mère et que la société d'à côté disait non, c'est une abomination, le conjoint idéal c'est la fille de la sœur du père, et ainsi de suite, enfin pour gloser, mais que en fait tout ça n'avait aucune raison. Et au fond je suis un rationaliste invétéré et je me sens très mal à l'aise quand on me dit les hommes font ceci et ça, il n'y a pas de raison pour qu'ils le fassent. Alors j'ai cherché à comprendre la raison ou de savoir s'il pouvait y avoir une raison, et je crois que, enfin, en montrant que toutes ces règles de mariage si bizarres, si contradictoires les unes par rapport aux autres, ne faisaient que réaliser de façon empirique différents types d'échanges des femmes entre des groupes d'hommes, eh bien, on arrivait à réduire tout cela à l'unité dont nous parlions il y a un instant comme une aspiration fondamentale. Bon, la tentative vaut ce qu'elle vaut, elle continue d'être discutée, bien qu'il s'agisse d'un livre vieux maintenant de 30 ans, ce qui, même si on n'est pas d'accord avec lui, prouve que ça n'était pas absolument indifférent d'essayer de traiter le problème de cette façon-là, mais le problème des mythes est exactement le même, n'est-ce pas? C'est que quand nous nous promenons à travers la littérature orale du monde, nous voyons que les hommes, depuis des centaines, depuis des milliers d'années, et vraisemblablement depuis des centaines de milliers d'années, enfin probablement depuis que le langage a fait son apparition dans l'espèce humaine, ont passé une partie considérable de leur temps à inventer et à raconter des histoires qui n'ont strictement ni queue ni tête, n'est-ce pas? Où n'importe quoi peut arriver, où les événements les plus contraires à l'expérience quotidienne se produisent et sont considérés comme complètement normaux. Eh bien, là encore, j'ai beaucoup de mal à croire, à admettre que pendant les 9/10 de son existence, et chiffrable par je ne sais combien de centaines de millénaires, les hommes se sont consacrés à des activités qui étaient totalement gratuites, en fait, qui ne servaient absolument à rien. Et je me suis posé la question, savoir s'il n'était pas possible, d'abord, d'introduire une certaine unité dans ce champ si variable, je veux dire de réduire des mythes en apparence très différents les uns aux autres, de considérer que selon certaines règles qu'il importe de découvrir et de définir, ils ne se transforment pas les uns les autres, sorte que une quantité de mythes en apparence très différents pourrait être ramenée à un plus petit nombre de mythes. Et puis, à quoi, qu'est-ce qui s'exprimait à travers tout ça? Quel était le genre de problème qu'on essayait de résoudre? Et pourquoi on les résolvait de cette façon-là? Ici encore, il s'agit d'un effort de, je n'aime pas dire de réduction rationnelle, parce que je considère qu'il ne s'agit pas d'un rétrécissement, mais plutôt d'un enrichissement ou d'une promotion de la pensée mythique, mais de montrer qu'il y avait à l'œuvre une certaine logique différente de la logique de la pensée scientifique, mais qui tout de même a la même dignité d'être un produit de l'activité de l'esprit humain. Vous allez même jusqu'à dire, à la fin du tome 4 des mythologiques, que toute votre œuvre postule une certaine finalité.
Et pourtant, n'est-ce pas, ce quatrième tome des mythologiques se termine par le mot rien. Il semble qu'on va vers un néant. Qu'est-ce que c'est que cette finalité? Qu'est-ce que c'est que cette oscillation entre la finalité et le néant? Savez-vous, m'entraîner là sur un terrain que je n'aime pas beaucoup parce que c'est le terrain philosophique. Et je ne l'aime pas beaucoup parce que j'en viens, n'est-ce pas, Que vous l'avez quitté. j'y ai renoncé en passant à l'ethnologie. Et vous savez, si à la fin des mythologiques, dans le final, je me suis laissé aller à parler à la première personne que j'avais très soigneusement évité pendant les 2000 pages, n'est-ce pas, des 4 volumes, c'est pour que précisément on considère qu'il s'agissait là d'une sorte de libre rêverie, disons des tristes tropiques philosophiques, sur mon travail où je me laissais aller envisager un peu quelles étaient les implications philosophiques ou les arrière-plans philosophiques de ce que je faisais. Mais enfin, de finalité, parce que, vous voyez, je ne crois pas qu'on puisse considérer que ces arrangements extraordinairement complexes que sont les règles sociales, les coutumes, les croyances, les institutions, soient le produit accidentel d'un empilage de petits événements historiques et qu'on puisse simplement dire, bon, c'est comme ça, parce que l'histoire les a amenés à ça. Le fruit du hasard et de la nécessité. Mais ça ne sert absolument à rien. Oui, ce n'est pas le fait du hasard et de la nécessité. Et qu'au fond, il y a, dans toutes ces règles sociales, une sorte de rationalité implicite, je veux dire, qu'elles remplissent une certaine fonction, non pas du tout une fonction très élémentaire,